enregistrer. Les personnes qui veulent un enregistrement CD ou DVD peuvent s'adresser au stand DIF qui se trouve à côté de l'accueil. Par ailleurs, Véronique se trouve au fond de la salle pour les personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier de massages pendant qu'elles écoutent la conférence. Et je demande aux personnes munies de téléphone portable de bien vouloir penser à l'éteindre pour le confort de tous. Nous recevons donc aujourd'hui Madame Jacqueline Bousquet, qui est docteur S-Sciences, chercheur honoraire au CNRS, qui a fait de la biologie, de la biophysique, de l'endocrinologie. Elle est immunologiste également de la reproduction et elle a travaillé sur des cultures de tissus et de cellules en écotoxicologie humaine. Elle est collaboratrice du professeur Pinel pour la mise en évidence des champs en biologie. Elle est écrivain, conférencière internationale. Je la remercie d'être à nos côtés. Elle va nous faire une conférence sur la grande mutation, l'accès au point zéro, la nouvelle conscience à la lumière de la grande tradition et de la physique quantique. Je suis très content de la recevoir à mes côtés. Je lui laisse la parole. Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bon, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, levez le doigt et vous m'arrêtez, n'est-ce pas? C'est autorisé. Je suis ravie d'être parmi vous et je suis d'autant plus ravie que j'ai cessé toute conférence depuis 3 ans, que je ne me déplace plus et que je suis simplement venue pour mes amis des Chantiers du Futur et pour fêter les 10 ans, puisque j'étais parmi les premiers qui sont venus ici pour essayer de vous informer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais notre travail, notre rôle de vous informer parce que nous sommes justement en période de désinformation totale sur tous les plans et que, en fait, que ce soit sur le plan de la santé, de la consommation, on ne nous raconte que des histoires et tout est faux. Bon. Alors, je vais essayer de faire le point aujourd'hui de la situation dans laquelle nous nous trouvons et évidemment, inutile de dire que crier au loup, ça ne sert pas à grand-chose, mais je vais essayer de vous donner des solutions. Et ces solutions, elles proviennent de l'accès à la physique quantique, dont tout le monde parle, mais en fait, peu de gens savent ce que signifie la physique quantique. On parle beaucoup de la tradition aussi, puisqu'on sait aujourd'hui que, à l'origine, les érudits étaient à la fois des prêtres ou des initiés et aussi des savants. C'est-à-dire que la religion et la science avançaient côte à côte. Puis ensuite, j'allais dire pas la tradition, mais la religion est devenue tellement, j'allais dire humaine, tellement rationaliste, tellement tombée bas, que la science s'est séparée d'elle à cause de son obscurantisme. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la tradition, dans ce qu'elle a de sublime, dans ce qu'elle a d'extraordinaire, dans ce qu'elle a de non tout touché par des humains, que je dirais dégénérés par trop de matérialisme, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est maintenant la science qui a pris cette place et qui est devenue tellement matérialiste qu'elle nous a amenés dans ce qu'on appelle l'âge de fer, le Kali Yuga. Nous sommes en plein Kali Yuga. Et là, en plus, pour finir, nous sommes dans le mur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espoir. On vous dit il faut économiser l'énergie, il faut, etc. C'est trop tard. Il est trop tard pour tout. La pollution est irréversible. Et l'exploitation de la terre, des animaux, etc., par l'homme est quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais plus qui a dit les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Et aujourd'hui, je pense que les biologistes ont une responsabilité absolument extraordinaire parce qu'ils laissent dire et faire des choses qui sont absolument impensables lorsque on suit cette nouvelle science, cette évolution qui s'est faite en partant de la physique. Alors le problème est que les enseignements ne tiennent pas compte de ça, que ce soit les enseignements de la biologie ou de la médecine, font impasse totale sur la physique. Or, je suis désolée, on ne peut faire ni de la médecine,
ni de la biologie sans avoir de solides notions de physique, parce qu'une particule a des propriétés physiques et nous sommes faits de ces mêmes particules. Alors, comment, j'allais dire, expliquer le fonctionnement d'un organisme si on s'en tient à dire que c'est une machine comme une voiture? On change des pièces détachées, etc. Et c'est pas ça. Un individu, il est entier, d'une part, mais la partie visible, j'allais dire, n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, nous sommes tous doublés par un champ informationnel. Alors, définition d'un champ, c'est une région de l'espace où il est susceptible de se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des champs de force. Je précise, parce que lorsque on dit à un biologiste pas très au courant qu'on veut lui parler d'un champ, il croit qu'il est question d'un champ de pommes de terre. Alors évidemment, le dialogue s'arrête très vite, vous comprenez, ou alors d'un chant d'une chanson. Mais le chant, en notion de physique, leur est totalement inconnu. Mais ce n'est pas de leur faute, ils n'ont jamais appris. Alors, et les médecins, c'est un peu la même chose aussi, je pense. Alors, ils croient qu'on est un ensemble d'organes, et en fait, on n'est pas du tout ça, hein. C'est pas vrai. La seule réalité, c'est ce qu'a dit Einstein, c'est le champ. Donc, la seule réalité est invisible. Alors, comment pouvons-nous avoir accès à cet invisible et comment ça marche? Il se trouve que nous avons eu la chance d'avoir en France un savant complètement méconnu qui s'appelait, puisqu'il est décédé en 1985, Émile Pinel. J'ai eu la chance de travailler avec lui et il m'avait ouvert, moi en tant que biologiste, des horizons absolument extraordinaires en parlant de l'existence de champs informationnels morphogénétiques. Vous voyez, il faut faire attention à la sémantique, hein. C'est très important. Morphogénétique, autrement dit, l'existence d'un corps physique, d'une plante, d'un animal, d'un gobelet, il est défini par un champ informationnel invisible. Et si vous voulez changer l'apparence, vous devez changer le champ. Et non pas faire ce que font aujourd'hui ces scientifiques un peu Frankenstein, en particulier avec les OGM, de sinistre mémoire, j'allais dire, et si 80% de la population sont contre, ils ont parfaitement raison, en oubliant, au passage, que les médicaments et les vaccins sont constitués finalement d'OGM. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un organisme génétiquement modifié? C'est un organisme dont on a changé la forme. Or, tous les biologistes savent que c'est la forme qui définit la fonction. Autrement dit, en physique, on dit à une fréquence correspond une forme. Donc, ce qui veut dire que lorsque, par adjonction d'un gène étranger, on change la structure d'une molécule, on change sa forme. Or, tous les biologistes savent aussi qu'à la surface de nos cellules, il y a des récepteurs, qui sont des protéines, et qui sont des serrures. Or, depuis des millénaires, ces serrures ont des clés, et les clés sont dans le sang circulant, la lymphe, etc. Il y a des clés. Bon. Aujourd'hui, on décide, j'allais dire d'un seul côté, unilatéralement, qu'on change les clés. Ben, il est bien évident que les serrures changeront, mais parce que le vivant est une machine à s'adapter, donc elle s'adaptera. Mais on sait que l'adaptation, il y a 9 morts sur 10. Autrement dit, dans combien de temps arriverons-nous à nous adapter aux OGM? Alors, il est évident aussi qu'on empêche de dire que ces OGM sont une catastrophe lorsqu'ils nourrissent les animaux et que ces animaux ne sont nourris que d'OGM. Parce qu'évidemment, si il y a des OGM mélangés à la nourriture, et de ce qu'il y en a de plus en plus, et c'est ça que vous avez dans votre assiette, je vous signale au passage, hein. Lorsque ces animaux essaient de survivre, ils essaient de survivre avec le peu d'informations dont ils disposent, sachant que le vivant se nourrit de vivants. Il est très important de dire cela, parce que lorsque vous mettez dans votre organisme des médicaments synthétiques, la plupart des vaccins, génie génétique, des plats préparés avec des additifs alimentaires synthétiques. Vous mettez des substances non reconnues
par l'organisme, qui ne sait même pas les éliminer. Autrement dit, vous les stockez. Lorsqu'on vous dit buvez de l'eau minérale parce qu'elle contient beaucoup de calcium, mais depuis quand mange-t-on des cailloux? Depuis quand savons-nous assimiler les minéraux? Voilà une désinformation. Quand vous voyez les publicités à la télévision, c'est monstrueux, monstrueux qu'on laisse dire des choses pareilles. Une eau minérale, c'est une eau qui contient des minéraux inassimilables et donc vous vous sulfatez comme des vieilles piles. Tout bêtement. Une eau, il faut actuellement avoir une eau avec une résistivité la plus élevée possible. Or, bon, je ne fais aucune publicité parce que ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas du tout dans mes activités. Et je vous ai dit donc que je ne parle plus en public, mais j'en profite quand même pour vous dire que si vous voulez veiller sur votre santé, buvez de l'eau osmosée inversée actuellement. C'est une nécessité, j'allais dire, vitale. Parce qu'il y a dans l'eau une quantité de substances invraisemblables, dont des médicaments. Entre nous soit dire, l'eau devrait être remboursée par la sécurité sociale parce qu'elle contient les pilules des femmes qui prennent la pilule, elle contient les tranquillisants que les Français consomment le plus dans le monde, etc., etc. Les antimitotiques, etc. Parce que je vous signale qu'on vous parle d'eau potable, mais l'eau, on n'y trouve que ce qu'on y cherche. Alors, il est évident que si on cherche actuellement des nitrates, bon, on s'aperçoit que... Bon, enfin, je résume, il n'y a plus d'eau potable. Bon, l'eau minérale, entre parenthèses, elle est irradiée. C'est-à-dire les camions passent dans des bombes pour éviter qu'il ait... C'est souvent stocké au soleil, enfin, etc. Alors, pour pouvoir éviter justement que l'eau tourne, puisqu'elle ne contient pas de chlore, eh bien, elle est irradiée. Alors, là aussi, question. Bon, cette nourriture complètement dégradée, bon, maintenant que je vous ai un petit peu fait un tableau apocalyptique de la situation dans laquelle nous sommes, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi et le comment dépasser ces problèmes et comment être maître de son destin. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Oui, mais que faire, en fait? Bon, alors, je vais aller faire les dessins sur ceci pour que, au fond, vous le voyez, parce que je vais vous parler des champs informationnels et vous dire comment ça fonctionne. Parce que quand vous allez comprendre cela, vous saurez comment ça marche et vous saurez comment vous fonctionnez. Et donc, vous saurez, j'allais dire mathématiquement, comment échapper à tout ça. Non, je peux... Simplement, je voudrais ne pas trop voir ça, là. Voilà. Alors, vous avez donc... Je peux garder. Merci. Bon, alors, donc... vous avez ce qu'on appelle des champs, et Pinel les a nommés H1, H2, H3. Alors, H1, c'est un champ physique, c'est-à-dire qu'il est dans notre espace-temps. Parce qu'en fait, il y a plusieurs univers. Hein. Et donc, dans notre univers, vous avez des formes et qui sont séparées les unes des autres. Mais ça, c'est une illusion, en fait, vous allez voir. Alors, H1 est un champ physique, donc. Bon, H2, c'est un champ immatériel. J'ai pas écrit apparemment là où il faut. Hein. H2 est un champ totalement immatériel, qui n'est pas dans notre univers d'espace-temps, et qui est dans, j'allais dire, un ailleurs, où tout est relié, tout est réuni. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de forme. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que ça explique le théorème de Bell qui dit que les particules sont reliées de façon intime et immédiate. Eh bien, elles le sont au niveau de ces champs informationnels qui est ce champ H2. Et alors, ça signifie donc que nous sommes tous
dans un même champ informationnel, les animaux, les plantes, la terre, absolument tout est dans ce champ H2. Et nous sommes simplement différents les uns des autres par les récepteurs que nous avons choisis et qui sont dans nos ADN, qui sont les gènes. C'est-à-dire que l'entité qui va s'incarner, on verra tout à l'heure aussi, on parlera, mais très très vite, parce que je n'aurai pas suffisamment de temps, de la réincarnation. Et j'allais dire, j'ai écrit un article qui s'appelle « Les facteurs mathématiques de la réincarnation », ce qui veut dire que quand on me dit « moi je n'y crois pas », je dis « mais moi ça m'est parfaitement égal que vous y croyez ou non ». Il y a des facteurs mathématiques qui impliquent que la réincarnation existe. Parce que s'il n'y a pas un champ informationnel qui va choisir dans les gènes des parents, les gènes dont il a besoin pour faire un certain nombre d'expériences, parce que c'est pour ça que nous sommes incarnés, il est bien évident que pour avoir une maison, il faut un architecte. C'est-à-dire, il faut savoir où mettre le toit, il faut savoir où mettre les fenêtres, etc. Et pour faire un enfant, ou pour faire un chien, ou pour faire un chat, ou pour faire n'importe quoi, il faut qu'il y ait un plan. Et ce plan est totalement immatériel. Il est au niveau des champs H2. Donc ça implique que, et c'est les travaux de Pinel, donc, H2 est donc totalement immatériel. Oula, c'est pire pour moi que le truc en papier. J'aurais dû le faire avant de venir. Je vous prie de m'excuser, mais je ne pensais pas du tout à ça. Alors, H2 donc, est totalement immatériel dans un autre espace-temps où, je répète, tout est relié et où on comprend que ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi-même, quelque part. Et vous allez voir aussi que tout ce qu'on projette, on le reçoit. Quand vous avez étudié ces champs, vous vous apercevez que vous êtes dans la vie comme dans un cylindre de glace. Et tout ce que vous projetez vous revient. Donc ça veut dire qu'on va retrouver la tradition à travers certaines paroles comme « aimez vos ennemis », priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez, etc. Parce qu'en fait, ce sont des lois de vie, uniquement des lois de vie, et non pas, j'allais dire, de la morale, ou je ne sais quoi, pas du tout, pas du tout. C'est simplement, vous allez voir tout à l'heure, que nous sommes venus pour faire un certain nombre d'expériences et pour apprendre à gérer notre conscience et pour monter dans le niveau de conscience, ce qui est en train de se passer actuellement. Et nous sommes aidés par l'évolution de la Terre, dont vous a parlé tout à l'heure Guithieu, en fait. Vous a expliqué ce qui se passait au niveau du magnétisme. Donc, H2 totalement immatériel. Et alors, très important, mais vraiment capital, le champ H3. Parce que lorsque vous avez deux choses non miscibles, et qui est l'immatériel et le matériel, les deux ne sont pas miscibles du tout. Il faut quelque chose entre les deux qui est à la fois soluble dans l'un et dans l'autre. D'accord ? Et vous savez, c'est comme la vinaigrette. Hein. Le vinaigre est insoluble dans l'huile. Bon. Eh bien, il faut toujours un troisième terme qui permet d'unir les deux. Et là, c'est ce champ H3. Et ce champ H3 est double. Je suis désolée, mais... Alors, je vais faire très vite avec ça, et comme ça je ne reviendrai pas là-dessus, ça sera mieux. Donc, H3 est double, il est pour une part immatériel, et de notre côté, il est matériel. Alors, pour vous donner un exemple, donc, d'un côté, il est relié. Alors, je vais vous faire un schéma ici, et vous montrer l'information donc qui est ondulatoire, c'est-à-dire qui n'est pas incarnée, hein, qui n'est pas dans notre univers. Alors on a ici l'onde et on va avoir ici quelque chose que je vais appeler la piézoélectricité. Là nous faisons de la physique. Hein. Et de l'autre côté, vous avez un signe plus et un signe moins. Et ça, c'est un champ électrique. Parce que c'est seulement dans un champ électrique que vous avez une membrane avec des polarités séparées qui est comme ceci. Donc ça veut dire que ici, vous avez H2, ici, vous avez H1 physique, et ici, vous avez les deux. Et c'est réversible. La piézoélectricité, on vous apprend qu'elle est réversible. Alors, vous comprenez maintenant que ce champ H2 est informationnel,
Donc, il est le résultat de nos croyances, celles qu'on nous a imposées et celles que nous avons choisies. C'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que je vais vous dire tout à l'heure que vous devriez, en arrivant chez vous, faire des panneaux et mettre « Si je ne pense pas moi-même, par moi-même, c'est l'humanité qui pense pour moi ». C'est extrêmement important de comprendre ça parce que vous êtes conditionnés par tous les trucs physiques qui sont autour de vous. On vous dit, si tu tombes du 4e étage, tu mourras. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour ceux qui ont fait l'expérience et ceux qui l'ont vu. Mais rappelez-vous qu'en tradition, on dit « Et voici que je fais toutes choses nouvelles ». Ça veut dire que tout à l'heure, nous allons parler du point zéro, c'est-à-dire de l'instant présent. Et c'est lui qui est déterminant, cet instant présent. Là, vous pouvez décider de ce à quoi vous croyez, de ce à quoi vous ne croyez plus, et de ce que vous refusez de croire. Voilà. Donc, rappelez-vous de cela, c'est-à-dire que toutes les expériences qui sont faites ici au niveau du champ H1, c'est-à-dire au niveau de notre monde physique, se répercutent par retour et vont s'inscrire dans le champ H2, sauf si vous l'interdisez. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous n'entrerez pas dans le royaume, dit la tradition. Et le royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est au niveau des champs où vous avez tous les choix possibles et imaginables. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de vivre. Et si vous ne voulez pas vivre quelque chose, eh bien, vous pouvez refuser de le vivre. J'allais dire, c'est une réalité mathématique. Ça n'est pas un truc comme ça par hasard. Alors, donc, une fois que vous avez compris ce fonctionnement, vous voyez qu'il vous suffit de barrer ici le retour. C'est-à-dire, puisque votre pensée, puisqu'en fait, je peux avoir un autre truc comme ça, merci. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Je ne voudrais pas écrire là. Non, c'est là que je l'ai. C'est ici que j'ai écrit, oui. Je suis désolée. Oui. Alors, je vais juste vous faire ce schéma. Vous allez le garder présent dans votre esprit parce qu'il est essentiel. Je vous ai dit que je travaille dans l'interface science-tradition parce qu'en fait, la tradition, j'allais dire, est éternelle. Elle ne changera jamais. Et la science évolue au fur et à mesure qu'évoluent les scientifiques, c'est-à-dire l'humain. Alors donc, il faut essayer aujourd'hui de retrouver la grande tradition dans ce qu'elle a de plus, j'allais dire, noble et du moins, le moins trafiqué par des humains. Et pour moi, j'ai choisi la Kabbale. Parce que la Kabbale, c'est un code chiffré. Et qu'un code chiffré, ça reste valable de tout temps. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire là, SOC, au tableau, hein, et vous me dites c'est un soc. Je dis ça évoque quoi pour vous? Vous me dites un soc de charrue. Et moi je vous dis non, pas du tout, c'est soufre oxygène carbone. Donc ça, c'est valable partout dans le monde. Soufre oxygène carbone, on est passé dans un langage codé qui est reconnu par tous. Eh bien en Kabbale, c'est la même chose. Chaque lettre a une valeur. Et entre kabbalistes, on ne dit pas Adam, on dit 1, 4, 600. Ce qui veut dire que dans des milliers d'années, ça sera toujours 1, 4, 600. Et que si je dis Adam, chacun de vous va avoir une idée de qui était Adam, le premier homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un singe, quelque part dans le paradis? Quoi le paradis? Éden. Eh bien, Éden, c'est 10, 4, 700. Alors, lorsqu'on connaît la valeur de 10, qui signifie l'existence, parce que vous avez un 1 qui est un mâle et qui suit la femelle. À 10, vous avez un champ électrique. OK? Donc, ça veut dire que 10, vous êtes dans l'existence ici. Déjà, dans l'Éden, ça veut dire qu'il est là sur la terre. Le paradis s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Il est en vous, il est à l'extérieur de vous. Nous parlions des champs H2, dans lequel vous pouvez puiser ce que vous voulez, le paradis ou l'enfer. Bon, il se trouve que nous avons choisi l'enfer, parce qu'on ne nous a pas appris
à choisir le paradis. Ok ? Alors donc, si vous prenez par exemple le 4, et je m'arrêterai là, hein, parce qu'on ne va pas faire un cours de Kabbale, le 4 signifie la porte et signifie en physique le champ unitaire ultime, c'est-à-dire le champ qui est en avant de tous les autres champs et dans lequel vous irez puiser pour moduler votre réalité à vous. Alors c'est 4. Donc déjà dans l'Éden ou dans Adam, il y a le 4D, le Dalet. Et dans Adam, vous avez M en finale, et M en finale signifie 600. Et 600 est un champ magnétique, comme par hasard. Et le champ magnétique, je le répète, il n'est pas dans notre univers. Nous ne savons reconnaître, nous, que des champs magnétiques captifs, au niveau du fer, par exemple. Alors, un aimant, hein, d'ailleurs, aimant, amour, vous voyez, vous allez voir qu'on va y revenir. Et Eden, c'est un nun qui est à la fin. Et le nun, il signifie tous les possibles, pensables. Donc, vous voyez ce qu'est le paradis. Donc, tout dépend de votre pensée. Parce que dans l'Éden, dans le paradis, il y a aussi l'enfer. Dans notre espace-temps. Parce qu'ailleurs, non. Okay ? Alors, je vais juste vous dessiner l'éclair flamboyant de la Kabbale et qui se présente comme ceci. Et puis ensuite, je vais arrêter les schémas. Alors, 1, 2, 3. Ça, ceci, c'est totalement immatériel. Et c'est ici qu'on va voir la naissance de quelque chose avec le 4, dont je vous disais qu'il est le champ unitaire ultime de la physique. Bon, ici, vous avez le 5. Ah, je suis pas encore dans... Je suis encore... Voilà. Le 5, le 6, le 7. C'est très important hein, pour la suite de votre vie. 8, 9 et 10. Alors, voilà l'existence ici. Hein. Et je répète pourquoi, parce que vous avez un mâle et une femelle, d'accord ? Et que vous avez une forme, voilà, avec son enveloppe. Et l'importance de l'enveloppe, nous allons la voir là tout de suite. Donc, je suis désolée, peut-être que ça aurait été mieux avec le paperboard. J'essaie, parce que je vous assure, ceci est capital, mais si vous voulez, j'irai le commenter là-bas. Je vais juste finir avec ça. Donc, 1, 2, 3, on n'en parle pas, c'est cette fameuse triunité. Et donc, simplement, je vous demande de comprendre son fonctionnement, j'allais dire en mathématiques, de 1 à 2. 1, c'est la totalité. Ça s'appelle « je suis ce que je serai ». Donc, vous voyez, c'est l'unité, cette unité du 1. Mais cette unité du 1 ne peut se manifester nulle part, puisque si c'est une unité, eh ben, il peut même pas dire « je suis », puisque vous ne pouvez dire « je suis » que contre quelque chose qui n'est pas vous. Okay ? Alors, le 1 se projette dans le 2, donc dans la dualité. Donc, nécessité de la dualité, qui est l'unité qui prend conscience d'elle-même à travers la barrière qu'il se met, c'est-à-dire le miroir. Nous allons voir tout à l'heure l'importance du miroir, justement, dans notre vie. 1 se réfléchit sur 2 et donne un mouvement mâle. Vous ne faites pas de dessin. Le mouvement mâle engendre dans la substance un mouvement femelle qui est circulaire. OK ? Donc, vous avez la triunité. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le Dieu en 3 personnes, si vous voulez, pour comprendre pourquoi il y a 3. Et que 3 est totalement immatériel. D'accord ? Bon. Ensuite, donc, on voit apparaître la réalité, enfin, une potentialité, parce que nous ne verrons l'existence qu'en 10. D'accord ? Donc, 4 potentialités, c'est un champ qui est à notre disposition et dans lequel nous allons créer dans ce champ une réalité et qui à travers le 5. Or, le 5, ça se traduit par la vie. Et 50, ce sont des vies en existence. Parce que vous avez un 0 féminin qui fait qu'on peut passer dans l'espace-temps. D'accord ? Alors, 5, c'est la pensée en tant que contenant
C'est ça votre 5 et c'est ça votre vie. Ça veut dire que vous devenez ce que vous pensez. Vous devenez ce que vous croyez. 5. Le 6, c'est le soleil, par exemple, dans le système solaire. 6, c'est le soleil. Alors, on vous dit le soleil est à 50 000, 100 000 degrés, etc. Désolé, c'est un champ magnétique qui n'est pas dans notre espace-temps et donc il est froid. Et oui, il n'y avait que la tradition qui le dit, que le champ est froid, le soleil est froid. Bon, il est froid, il faut ni chaud, quoi. Il n'est pas. Simplement, c'est sa manifestation lorsqu'il va rencontrer le 9, qui est la piézoélectricité ici, c'est-à-dire qui va permettre à ceci qui est ondulatoire de passer dans cela qui est physique électrique. Donc le soleil, ce que nous envoyons, l'image que nous envoyons, elle est au contact de la ionosphère. C'est-à-dire quand le champ magnétique immatériel, en provenance de ce champ immatériel, rencontre la ionosphère, il y a une image qui se crée et qui est le soleil que nous voyons. En fait, ce n'est pas le vrai soleil. Le vrai soleil, il s'appelle Gemini et il est noir. Voilà. Donc, quand on va traduire tout cela sur d'autres plans, puisqu'on est imbriqué dans une sorte d'hologramme, qu'est-ce qui... Alors, oui, j'ai pas fini. Je vous ai dit ici que c'était donc un champ magnétique et que nous avons le champ électrique ici. 7, ici, ce sont les photons, c'est-à-dire les particules lumineuses. Et le photon, dit la physique, est à lui-même son antiparticule. Mais ce qui fait qu'il ne s'annihile pas, c'est qu'entre les deux, il y a le 5. Et le 5, en physique, ce sont des neutrinos, c'est-à-dire les porteurs de l'information. Et l'information étant totalement immatérielle, je vous le rappelle. Bon. Donc 7, c'est le photon. Et le photon, au contact de notre atmosphère, le côté antiphoton s'annihile et il y a libération de la lumière et de l'information. Parce que l'information est contenue dans la lumière. D'où l'importance de la lumière dans notre vie. Que la lumière soit et la lumière fût. D'accord ? Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est nous qui sommes dans les ténèbres. 7, donc, je dis, ce sont les photons. 8, c'est un poumon. Et d'ailleurs, sa forme montre, vous voyez, deux cercles qui sont une respiration. Et en fait, ce sont des électrons. Or, les électrons, la physique vous dit qu'ils changent de forme 10 puissance 23 fois par seconde et qu'ils contiennent un gaz de photons et de neutrinos. Vous voyez que la Kabbale était bien en avance dans l'interprétation. Donc, l'électron respire dans la lumière et fait que vous informez cette lumière et la lumière vous informe. Donc, à chaque respiration, vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez ramener au niveau de votre corps. Autrement dit, si vous souffrez, vous appelez la lumière dans l'organe qui est en souffrance et l'organe va reprendre sa fréquence. Et donc, vous allez aller mieux. Mais là aussi, il vous sera fait comme vous croyez. Si vous pensez que ça ne sert à rien, bon, ok, ça ne servira à rien. Hein. C'est très important aussi de savoir ça. Donc voilà, nous avons vu ce que la grande tradition à travers la Kabbale vous explique de la vision du monde physique tel que le décrit la physique, sachant que si vous demandez à un physicien qu'est-ce qu'un électron, il va vous répondre on ne sait pas. Bon, si vous parlez d'un atome, il va vous dire aussi qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que l'atome de Bohr, qui est le proton suivi d'un tourbillon d'électrons, ça n'est plus valable du tout aujourd'hui. C'était quelque chose qui permettait d'expliquer la réalité. En fait, non, la vraie réalité, elle est là. C'est-à-dire que l'électron, vous ne pouvez pas le faire balader où vous voulez parce qu'il est simplement l'équivalent de votre poumon. Le proton étant le cœur. Et
le neutron est ici, en 9. Parce que le neutron est piézoélectrique. Comme tout ce qui répond à la vibration, pierre philosophale nombre 9, voir les travaux d'Étienne Guillet. Et donc, dans l'échelle, il y a le neutron, le centriole dans la cellule, l'eau. Alors, très important, l'eau, parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. C'est-à-dire que toutes les informations en provenance du soleil et de l'environnement passent par l'eau. Et nous sommes faits à 70% d'eau, 80%. Enfin, en vieillissant, on perd justement cette fameuse eau. D'où l'importance de la qualité de l'eau. Parce que, par exemple, un ADN dépourvu de son eau d'hydratation ne fonctionne pas. Et pour que votre ADN fonctionne, il faut qu'il soit hydraté. Donc, si vous hydratez à partir d'une eau avec une résistivité très élevée, c'est-à-dire une eau très pure, vous avez des chances que votre ADN fonctionne parfaitement. Et vos cellules aussi, d'ailleurs. Parce que l'eau vaut plus pour ce qu'elle l'emporte que pour ce qu'elle apporte. Alors que si vous avez une eau complètement souillée et qui est déjà pleine d'informations, où voulez-vous qu'elle aille la mettre pour l'enlever, pour vous nettoyer? D'accord? D'ailleurs, même pour les machines à laver, on a trouvé la solution, on met un anticalcaire, comme par hasard. Mais nous, on ne se met pas d'anticalcaire, on en prend dans les eaux avec lesquelles, parce qu'on vous dit, ben oui, mais attendez, c'est bien. En fait, vous n'assimilerez le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium que par information dans l'eau. Et d'ailleurs, celui qui a fait le plus grand travail dans ce domaine, c'est les facteurs de Vincent, les facteurs électroniques de Vincent. Vous savez, Vincent avait nourri ses cobayes avec de l'eau très pure et dans laquelle il mettait de l'information, c'est-à-dire par exemple du calcium, du magnésium, etc. En tout cas, il informait une eau complètement distillée, etc. Et il a nourri pendant des années des cobayes avec cette eau-là, parce qu'on voulait qu'il prouve que ce n'était pas dangereux de boire cette eau désionisée. Et quand il a voulu, à la fin de l'expérience, donner les cobayes dans un laboratoire, le laboratoire a dit on ne peut rien en faire, on leur inocule et il ne se passe rien. Ils ne répondent à rien, on ne peut pas les rendre malades, on ne peut rien en faire. Si on les opère, ils guérissent beaucoup plus vite, etc. On s'est bien gardé de vous dire ça, parce que ça devenait extrêmement dangereux de voir qu'on vous distribuait une eau qui ne maintenait pas votre santé. D'ailleurs, votre santé n'intéresse personne. C'est votre maladie qui intéresse. Parce que on sait aujourd'hui que nous sommes beaucoup trop nombreux, que nous allons périr parce que la pollution est absolument ingérable. Mais tant que vous restez productif, c'est-à-dire que vous prenez des médicaments ou que vous fréquentez les hôpitaux, vous restez valable. Voilà, on ne va pas vous euthanasier. Non. On euthanasierait plutôt les gens en bonne santé parce qu'ils ne rapportent rien et qu'on sait qu'ils ne seront jamais malades. Parce qu'ils sont informés. C'est là que ça devient, j'allais dire, capital de diffuser la vraie information. OK ? Bon, alors je peux repartir parce que je crois que j'en ai fini avec les trucs que je voulais vous donner. Parce que ça fixe un peu ça fixe votre pensée, ça. Et vous avez besoin de fixer votre pensée, en fait. Alors, vous voyez maintenant comment on fonctionne. Ça veut dire que vous avez ces champs informationnels. Et alors, question que vous pourriez me poser si vous m'interrompiez. Oui, mais si c'est un champ collectif, et qui comprend les animaux, les plantes, etc. Comment moi, je me retrouve avec mon champ informationnel et qu'il n'y a pas de mélange et qu'évidemment, je n'ai rien à voir avec mon voisin, etc. Eh bien, d'une part, nous sommes tous différents parce que nous avons des informations différentes au niveau de nos gènes, mais surtout parce que notre champ H2, c'est-à-dire celui qui est responsable de notre corps, est maintenu à votre voisinage par le fer qui est dans le sang, par l'hémoglobine.
Vous savez que l'hémoglobine contient du fer. Et ce fer aimante ce fameux champ H2 et qui reste autour de vous, d'où le pouvoir du sang, le pacte du sang. Le sang, c'est l'être, en fait. Vous comprenez pourquoi? Parce que si on vous saigne, eh ben, votre champ H2, il se fiche le camp et votre corps physique, il ne peut plus rien faire parce que lui, il est rien. Il est un peu comme la coquille de l'escargot. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire à propos de H3 tout à l'heure, ce champ H3, pardon pour la formule mathématique, mais il est défini par une formule justement qui est dH3 sur dt. Ce qui veut dire que ce champ H3 est variable au cours du temps en fonction de ce qu'il va chercher dans ce champ H2. Il représente l'instantanéité, là, ici, maintenant. Il est le fameux Yodé Vavé de l'Évangile. Vous savez, l'intemporel. On disait du Christ qu'il était l'intemporel et que sa formule était 5, 6, 5, 10. C'est-à-dire l'existence est deux vies qui se fécondent, la vie de l'intérieur et la vie de l'extérieur. Autrement dit qu'à chaque instant, vous représentez ce à quoi vous êtes en accord. OK ? Et donc, c'est hors de l'espace, puisque, je le répète, c'est quelque chose qui va chercher l'information et la manifeste dans votre vie physique. Je vous donne un exemple, parce que ça, c'est un peu subtil. Vous êtes tranquille, ici à Saintes, et puis vous recevez un coup de téléphone et on vous dit qu'un de vos proches a absolument besoin de vous, qu'elle a eu un accident, quelque chose, et aussitôt, votre cœur se met à battre, vous devenez tout pâle. Comment une information immatérielle a-t-elle pu faire battre votre cœur? Pas quel miracle. Dire, il a bien fallu qu'il y ait sécrétion de quelque chose qui va accélérer votre cœur, qui va vous faire pâlir en constrictant les vaisseaux. OK? Or, c'était quoi? Vous avez entendu quelque chose. Vous voyez l'importance. Et c'est dH3 sur dt, ça. Ça veut dire que vous êtes obligé de manifester dans votre corps physique tous les changements qui se produisent au niveau de l'information que vous recevez. Et c'est, j'allais dire, capital à comprendre cela, parce que ça veut dire simplement que vous pouvez avoir une agression physique, parce que ça va aussi dépasser vos possibilités de gestion. Vous recevez une balle, et vous mourrez, ou selon l'endroit où ça touche, mais bon. Et vous pouvez au passage vous rendre compte des conséquences de ça, de cette découverte. Eh bien, c'est que, j'allais dire, si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous lui envoyez de l'information. Et comment faire pour envoyer de l'information sans qu'elle soit matérielle? Eh bien, vous prenez deux ondes opposées qu'on appelle des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires, elles sont dans votre peau, par exemple. Parce qu'on vous dit, toutes les membranes sont polarisées, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Mais si c'était vrai, aucun moustique ne pourrait se poser sur votre peau, parce qu'il est positif. Et ce positif fait qu'il s'opposerait au positif du moustique. Donc, il ne pourrait pas atterrir. Mais simplement que lorsque c'est dans une forme finie, j'allais dire telle que nous les connaissons, ce sont des ondes stationnaires. Et ces ondes stationnaires font que les creux et les... s'opposent. Et ça donne quelque chose de neutre. Et ça fait ici neutre. Mais lorsqu'on veut envoyer de l'information sans envoyer de la matière, on prend ce qu'on appelle des ondes scalaires. Et celles-là, elles sont dans toutes les directions de l'espace. Alors on prend deux générateurs d'ondes scalaires et on les fait converger sur un point. Et à l'endroit où ces ondes convergent, il y a un afflux d'informations. Parce que vous avez une porteuse, mais qui, elle, n'est pas matérielle. Cette porteuse va aller taper la cible, j'allais dire. Alors, si vous envoyez ça sur un avion, il tombe, sur un bateau, il coule, sur un être humain ou un animal, il meurt, parce qu'il
il y a un afflux d'informations qui, à cause du DH3 sur DT, n'est pas transmissible. Et je dis que vous avez la preuve de cela, c'est qu'ils se sont aperçus, les gens de l'armée, que quand ils utilisaient cela, les corps ne se décomposaient pas. Or, un corps se décompose, pourquoi? C'est que lorsqu'il est entropique, c'est-à-dire qu'il perd de l'information. Mais là, il vient de recevoir une telle dose d'information que le corps ne se pourrit pas. Il faut liquider cette information avant. Bon, entre autres. Bon, puisqu'après tout, vous avez été patient de m'écouter, je vais vous dire aussi comment se font les crop circles, dont on parle tant actuellement. Eh bien, tout simplement, en envoyant ces fameuses ondes non matérielles sur un satellite, et vous interposez dans cette porteuse une image mathématique. Et cette image mathématique va aller se matérialiser là où vous voulez. Et à ce moment-là, vous avez une image. Et cette image s'imprègne sans causer aucun dégât. C'est-à-dire les épis sont pliés, mais en fait ne sont pas tués. C'est parce que là, vous avez mis une information dans, par exemple, un champ de céréales. Bon, en passant, c'est pas capital, ça. Comme il me reste très peu de temps, je vais vite parler du point zéro, parce que c'est ce que vous attendez tous, parce que c'est ce que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours pour ne plus vivre ce que vous ne voulez pas vivre. Voilà. Alors, je vous ai dit que nous sommes venus en choisissant dans les gènes des parents, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les parents qui veulent les enfants, mais c'est les enfants qui veulent les parents et qui les choisissent. C'est-à-dire ce fameux champ H3, parce que dans les formules de Pinel, lorsqu'on fait t égale 0, c'est-à-dire que le temps n'existe plus, tous les champs disparaissent, sauf un. C'est le champ H3, c'est-à-dire le champ de forme. Mais il a perdu des H3 sur dt, puisqu'il n'y a plus de dt, il n'y a plus de temps. Donc ça veut dire que le mort se retrouve vivant dans un corps immatériel. Il ne peut plus se manifester dans notre espace-temps parce qu'il n'a plus la piézoélectricité qui lui serait nécessaire. Alors, cette entité-là va pouvoir prendre un médium ou, comme dans les travaux de, comment il s'appelle, le padre qui travaille avec des magnétoscopes, des TV, etc., qu'ils mettent à la disposition de ces entités qui utilisent cela pour se manifester. Parce que dans l'espace de la mort, le temps n'existe pas. Et c'est pour ça que ce champ-là, il n'a qu'une envie, c'est de se réincarner pour venir faire le travail de se libérer du corps physique. Ce qu'avait fait le Christ au tombeau, n'est-ce pas? Dans le tombeau, il avait dématérialisé son corps en déprogrammant son ADN. Alors, nous, on pourra peut-être le faire d'ici quelque temps, je ne sais pas. Enfin, en attendant, vous pouvez déprogrammer gène par gène. Alors, j'explique que toutes ces informations, au fur et à mesure que vous les recevez, que vous les acceptez, elles s'enferment dans un gène. Ce gène est une mémoire, en fait. Rien d'autre, comme dans les ordinateurs. Mais lorsque vous voulez effacer une mémoire d'ordinateur, vous êtes obligé de la monter en mémoire vive, pour pouvoir formater. Eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous vivez une expérience douloureuse, par exemple, parce que vous n'avez pas envie de vous débarrasser des expériences agréables, alors il vaut mieux que je parle de celle-là. Il faut se débarrasser de tout, c'est-à-dire être dans ici et maintenant. Mais commençons par nous débarrasser de tout ce qui nous fait mal. Ce sera déjà pas mal. Donc, vous vivez quelque chose, par exemple, une dévalorisation. Bon, cette dévalorisation, quelqu'un vous dit, t'es bon à rien, bon. Alors, vous le vivez mal, mais vous le vivez. Mais quelque part, il y a eu un facteur déclenchant. Soit que vous l'avez choisi dans les gènes de vos parents, soit que vous l'avez vécu et mémorisé comme une expérience désagréable. Pour vous en débarrasser, vous n'avez qu'une chose à faire. Au moment où vous le vivez, rappelez-vous la force de votre pensée. Vous dites, je prends cette expérience, je prends cette douleur, je prends ce malaise et je le mets au point zéro. Votre pensée est
décisive. À ce moment-là, prenant ce gène, vous l'avez déprogrammé. En le ramenant du passé, vous lui redonnez la forme qu'il avait au moment où vous avez vécu. Et si vous ne le faites pas, il va repartir dans le passé pour vous empoisonner la vie dès qu'il y aura quelqu'un qui ira gratouiller un petit peu. Parce que pour que ça vous gratouille, il faut que vous ayez un récepteur. Bon, si vous supprimez le récepteur, on pourra vous dire que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous vous en ficherez complètement, ça ne vous atteindra pas, parce que vous avez des gens qui n'acceptent pas les jugements des autres, qui disent « c'est pas important ce que les gens pensent de moi, c'est ce que moi, je pense de moi ». Ça, c'est important. Vous comprenez ? Alors donc, chaque fois que vous avez une expérience douloureuse, désagréable, etc., vous la prenez, vous la mettez au point zéro, sachant comment ça marche. Parce qu'il y a une Américaine qui dit, la formule, c'est je mets cette expérience ou cette douleur au point zéro, même si je ne sais pas comment ça marche. Et moi, je vous dis comment ça marche. C'est-à-dire que la mémorisation se fait par passage au passé, par déformation. Non, simplement l'acte de vous souvenir remet la chose là, ici et maintenant, avec la forme. Et à ce moment-là, vous dites, ça, j'en veux pas. Je le mets au point zéro, je l'efface. Et si vous regardez, et pour ceux qui seront là jeudi, puisque je dois remplacer le professeur Herzog, et je dois parler des mots qui tuent, des mots qui rendent malade, je vous expliquerai comment ça passe par l'eau, sachant que les travaux d'Emoto, le physicien japonais, qui a montré qu'il suffit de prendre une bouteille d'eau et de mettre dessus « merci » ou de mettre dessus « amour » et de regarder le cristal formé. Il est magnifique. De mettre une musique de Beethoven ou de Bach, le cristal est magnifique. De prendre une musique de rap ou de heavy metal, c'est une catastrophe de désintégration complète. Et on sait que le son est une fréquence. Et qu'à cette fréquence correspond une forme. Regardez, jouer du violon devant un tapis de sable, et vous allez voir que ça va s'organiser. Donc, notre pensée agit sur l'eau, et simplement comme ça, la pensée. Alors, pensez toujours à remercier. Dès que vous vous levez le matin, merci. Merci pour cette journée. Eh bien, vous ne pouvez savoir à quel point vous avez conditionné votre trou intérieur. Et c'est ça que vous offrez aux autres. Vous leur offrez merci. Vous leur offrez un sourire, ça ne coûte rien. Mais ça arrange beaucoup les choses. Et un autre exemple, et il est très important aussi, si vous voulez faire l'expérience de pouvoir de cela, mettez-vous devant votre télévision le soir avec une bouteille d'eau et choisissez-vous le film le plus crade, le plus possible, avec de l'hémoglobine, de la violence, etc. Quand c'est fini, mettez un papier noir autour de ça, et puis prenez des germes et arrosez-les avec cette eau-là. Et ailleurs hein, parce qu'il y a des transferts d'informations qui se font très facilement, ce qui doit nous sauver quelque part. Vous mettez les mêmes graines avec de l'eau ordinaire, et puis vous allez voir que rien ne pourra pousser à partir de cette eau qui a été témoin de toute cette violence. Ça, c'est facile, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire merci. C'est pas dommage. Sachez aussi que l'eau bénite avait une réalité profonde et extraordinaire et que vous pouvez vous-même consacrer votre eau ou la consacrer pour les vôtres ou pour vos animaux, je ne sais pas quoi. Bon, c'est simple, après tout. Vous prenez la formule que vous voulez. Moi, je prends la formule utilisée par le Christ parce qu'elle a été répétée tellement de fois que c'est une autoroute. Et pas un truc escarpé parce que je vais choisir un truc de physique quantique pratiqué par une dizaine de physiciens. Et donc je dis, Père, que je te consacre cette eau. Et vous allez voir le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez prendre cette eau, vous allez la goûter ou la faire goûter à quelqu'un et vous allez faire goûter l'eau qui n'est pas consacrée. Et vous allez voir qu'il y a un changement physique qui s'est produit parce que cette eau consacrée est trimère. C'est-à-dire constituée de liens entre 3 molécules d'eau. Sachant que, par exemple, 5 molécules d'eau, c'est-à-dire de l'eau pentamère, c'est une eau qui isole
complètement de l'extérieur. Et si toutes les drogues sont, j'allais dire, hydrophobes et font qu'elles coupent le cerveau de l'extérieur. Et donc, vous faites votre propre, j'allais dire enfer, votre propre paradis, votre propre trip. D'accord ? Moi, je suis désolée, j'aurais encore énormément de choses à vous dire dans ce domaine. Mais rappelez-vous... Nous allons pouvoir poser des questions. On a une demi-heure. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce que lui, il a besoin de... Bon, je sais, ça marche. Oui, ça marche, ça marche. Je serais ravie de répondre aux questions. Oui, je serais ravie de répondre aux questions si vous en avez, mais je suppose que vous en avez. Oui, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Je voulais demander qu'est-ce que c'est que l'eau osmosée inversée. Ah oui, l'eau osmosée inversée, c'est une eau qui passe à travers une membrane extrêmement fine qui ne laisse passer que au-delà de 5 microns. Autrement dit, c'est une eau ultra pure dont la résistivité avoisine 100 000 ohms, sachant que l'eau du robinet est à 320 ohms. D'ailleurs, il y a des exposants qui vendent ce genre d'appareil. Vous pouvez voir à l'intérieur du salon. Je vous rappelle que ça vaut vraiment, vraiment, aujourd'hui, l'investissement. Et on peut dire en plus que ça vous coûte moins cher que les bouteilles d'eau que vous achetez. Oui, ça revient beaucoup moins cher. Enfin, si je parle de mon expérience personnelle, je dois avoir un osmoseur depuis 7 ou 8 ans. J'ai toujours la même membrane. Il faut changer les filtres tous les ans. Il y a 3 filtres qui précèdent, qui enlèvent le maximum, évidemment. Et il y a un filtre qui suit parce que l'eau qui sort de l'appareil est imbuvable, en ce sens qu'elle est avide d'informations. Et donc, elle vous donnerait mal à l'estomac si elle ne passait pas sur du charbon activé. Par exemple, vous faites là aussi une expérience, mais que je ne vous recommande pas de faire, parce qu'il y a une morale dans l'univers et elle est extrêmement précise et il n'y a pas moyen de la contourner. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et c'est valable pour les animaux. Les animaux sont là pour que nous les élevions, non pas pour que nous les mangions. Nuance. Vous devenez ce que vous mangez. C'est important. Il n'y a qu'à imaginer l'information que vous mangez actuellement à travers ces animaux. Une autre question ? Non, avec le micro. Il faut chacun son tour. Oui, monsieur ? Il faut lever la main. Ben, vous n'êtes pas seul. Oui, monsieur. Oui, le monsieur. Non, le micro n'est pas allumé, je suis désolé. Si tu les entends, tu me traduis parce que La notion dans le champ H2, ce que l'on projette, on le reçoit. De même, ce que vous venez de dire ici, là, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Comment explique-t-on alors que des gens qui font le mal sur Terre n'aient pas le retour de bâton immédiatement ? Comment explique-t-on que les gens qui font le mal sur Terre n'ont pas le retour de bâton immédiatement ? Ce n'est jamais immédiat, ce n'est pas possible. Alors justement, vous faites bien de me poser cette question parce que tout à l'heure, Guithieu vous a parlé du champ magnétique terrestre qui est en train de diminuer. Et c'est lui, ce champ magnétique terrestre, qui fait que nous avons un amortissement. C'est-à-dire que notre pensée n'est pas suivie immédiatement de l'action. Parce que, imaginez que ce que vous voulez aujourd'hui, est-ce que vous le voudrez toujours dans quelque temps ? Ou bien est-ce que vous allez être, je ne sais pas, moi dire, mais ce type-là, mais qui crève. Vous voyez, par exemple, imaginez que ça se réalise immédiatement. Donc, heureusement qu'il y a un tampon. Mais il faut faire attention, parce que dans la mort, il n'y a plus de tampon. C'est-à-dire que ce que vous pensez, il faut préparer sa mort.
Vous préparez vos vacances, mais il faut préparer sa mort. Parce que, sachant que de l'autre côté, vous n'aurez pas le tampon et que ce que vous penserez se réalisera instantanément. Vous voulez entendre de la musique, vous l'entendrez. Vous voulez voir quelqu'un, vous le verrez. Vous redoutez cela, ça va vous arriver. Vous pensez que vous êtes poursuivi par un lion, il sera là, il vous poursuivra, etc., etc. Donc, très important de savoir que de l'autre côté, il n'y a pas ce tampon que nous avons sur la Terre. Mais qu'aujourd'hui, étant donné que le champ magnétique diminue, de façon drastique d'ailleurs, alors pourquoi serait une bonne question, je vais y répondre sans que vous l'ayez posée, juste 2 secondes, c'est que nous enlevons à la Terre sa mémoire du passé qui est dans l'énergie. L'énergie est un support d'information, mais c'est donc une mémoire. Donc quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons les forêts du tertiaire, les mémoires des forêts du tertiaire, et donc le champ magnétique de la Terre qui contenait ces mémoires, y compris ce qui est la cassure des atomes qui ont peut-être participé au début de l'univers, le champ magnétique diminue. Et il diminue de façon telle qu'il va y avoir un basculement en 2012. Mais nous sommes probablement déjà en 2012. Oui, madame. Voulez-vous vous lever? Que pensez-vous de l'eau diamant? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas? Je ne sais pas du tout. On m'en a parlé, je ne sais pas. Ok, merci. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que l'eau est vierge et mère, comme tout ce qui est en neuf. C'est-à-dire qu'elle ne garde pas les informations. Et que si vous voulez consacrer de l'eau, consacrez-la à l'instant et buvez-la. Prenez cette eau, vous dire, je te consacre cette eau, et vous la buvez là, elle est consacrée. Mais elle ne le sera pas dans 10 minutes. Oui, un peu plus près le micro. Ça ne marche pas. L'eau violet, ah oui, l'eau violet, c'est autre chose. Cette eau est absolument extraordinaire parce que vous l'informez sans arrêt. Elle... À côté de l'osmosée ? Oui, alors ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Maintenant, je vous dis, si vous ne voulez pas investir dans un appareil, vous pouvez soit la mettre au soleil ou à la lumière. Parce que je vous ai dit, la lumière est informationnelle. Hein. Parce que l'eau qui sort de l'osmose inverse, elle a l'information du charbon actif. Mais donc, elle est libre pour que vous lui donniez l'information que vous voulez, mais une information non matérielle, je précise. Et c'est ça qui est important, hein, non matérielle. Donc, elle est valable, cette information. C'est comme que lorsque vous allez dire que vous la bénissez, que vous la consacrez, ou que vous dites merci, ou que vous dites le mot amour. Je répète, aimant, ça vient d'amour. Et le champ magnétique, il n'a qu'une envie, c'est de s'unir à un autre champ magnétique. Ce qui fait d'ailleurs ce qu'on appelle la cohésion de l'atome. L'atome dans ses protons, et s'est uni parce qu'on sait que c'est une force colossale. Eh ben, c'est parce que c'est du magnétisme. Et le magnétisme, c'est de l'amour. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller vers l'autre pour fusionner. Ce que disait le Christ, je suis le tout. Le tout est sorti de moi, le tout est revenu à moi. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de cette inversion pour 2012 ? Pouvez-vous nous parler plus précisément de cette inversion pour 2012 ? Ah oui, et elle est déjà commencée. C'est à savoir que le pôle Nord, qui était à 23 degrés, le pôle Nord magnétique était à 23 degrés du pôle Nord magnétique, maintenant se balade. Il faut tenir compte aussi des anomalies locales. Hein. Vous avez des champs magnétiques locaux qui prennent le pas sur le champ magnétique de la Terre, hein, parce qu'il y a des endroits où le magnétisme est différent. Mais il y a des cartes qui sont faites actuellement par les physiciens. Et donc, le pôle Nord se baladerait actuellement du côté de la Russie. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus compter actuellement sur un pôle Nord, un pôle Sud. Le pôle Nord va rejoindre le pôle Sud. Et alors, comme la Terre tourne à l'envers, comme ceci, en fonction de son magnétisme, quand ça sera inversé, elle va s'arrêter et elle va partir dans l'autre sens. Ça s'est déjà produit. Hein. Il ne faut pas prendre ça pour un truc absolument extraordinaire. Ça s'est déjà produit dans le temps parce que
j'allais dire, le temps joue le rôle d'une pression et a un rapport avec le vieillissement. Qu'est-ce qui fait que j'en sais plus que lui? Je ne parle pas d'un savoir universitaire, je parle d'un savoir de vie tout court. Eh ben, c'est que je suis plus âgée. Et que donc, j'ai le poids des ans que lui n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, c'est ça. Le poids des ans, c'est ça. C'est le poids de l'expérience. Parce que chaque expérience est mémorisée. Comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, la Terre qui perd de l'information sans arrêt à cause de la folie des hommes qui ne savent pas qu'en utilisant l'énergie, en fait, ils libèrent de l'information. Entre nous soit dit, l'information des débuts de l'univers dans la cassure des atomes dans les réacteurs atomiques. Bon, mais les forêts du tertiaire aussi, vous savez, je ne sais pas si on est apte à avoir ces informations qui sont autour de nous et qu'on peut capter. Je ne sais pas. Ça, il faut voir. Mais en fait, sachez qu'au moment de ce basculement, il y aura un changement total, mais total de conscience de l'humain, parce que je vous disais que pour le moment, même lorsqu'on fait des méchancetés, mais lorsqu'on fait des trucs qui ne sont pas, j'allais dire, clean sur le plan cosmique, on a le temps de se racheter. On a le temps de changer. Mais là, moi, je vous assure que, bon, je ne me soucie pas de faire l'apologie du végétarisme, mais je vous invite à devenir végétarien le plus vite possible, parce que là, l'humanité, elle a un sacré karma, hein, croyez-moi. Parce que les informations dont elle est responsable sont catastrophiques. Et j'ajoute, pour les médecins, que la médecine officielle, si elle tue plus souvent maintenant qu'elle ne guérit, et si elle est... Je suis désolée, c'est la vérité. Hein, elle rend malade, et il y a 25 000 morts par an de maladies iatrogènes, il y en a 15 000 d'erreurs médicales, enfin bref, c'est apocalyptique. Eh bien, c'est tout simplement qu'elle est basée sur l'expérimentation animale. De quel droit? Mais de quel droit un humain ose-t-il prendre un animal pour le torturer? Mais c'est monstrueux. Enfin, moi, je suis biologiste, je sais de quoi je parle. Pouvez-vous Oui, nous éclairer sur les effets miroirs? Ah oui, alors le miroir, c'est que, voilà, ça, encore un truc que j'ai oublié de vous dire, et ça tombe bien aussi, c'est que l'autre, quel qu'il soit, n'est qu'un miroir pour nous-mêmes. Ça veut dire que lorsqu'on a quelqu'un dont on pense, mais qu'est-ce qui m'empoisonne la vie, celui-là, mais qu'est-ce qui me pompe l'air, mais cette femme, mais si je ne l'avais pas, mais qu'est-ce que je serais mieux, ou mon mari, mais c'est pas possible, il m'empêche de vivre, etc. Non, 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 changer, ce sera peut-être pire. Ou alors, faudra vous résigner. Ouais. Vous n'avez pas à vous résigner du tout. L'autre est un miroir qui vous fait voir ce que vous devez changer, vous, en vous. Parce que ça veut dire que vous avez le récepteur. Et donc, si vous dites, il faut qu'il change, parce que moi, je ne peux plus supporter, changez-vous. Et vous allez voir, l'autre va changer immédiatement. C'est extraordinaire, c'est valable pour tout. L'autre, quel qu'il soit, n'est qu'un miroir qui va vous faire grandir et qui va vous faire monter dans la conscience. Ne vous en prenez jamais à personne. Vous avez à vivre ce que vous avez à vivre. Changez-le en vous, tout changera. Voilà l'effet miroir. Oui, madame. Oui, madame. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. J'aurais bien voulu vos conseils. Plus proche. J'aurais bien voulu vos conseils car j'ai sincèrement essayé d'être végétarienne et j'ai été obligée de faire marche arrière. Et j'aimerais bien redevenir végétarienne, mais je vois pas. Je comprends. J'ai eu On des entend problèmes souvent sérieux cela. à cause de ça. On entend souvent cela. Écoutez, je suis végétarienne, mais strictement végétarienne. Ça veut dire que je ne mange aucun cadavre. Hein. Ni poisson, ni crustacés, ni rien du tout. Peut-être de temps en temps un œuf. Mais bon. Et il doit y avoir 35 ou 40 ans. Et je suis désolée, à la sécurité sociale, ils ont perdu mon dossier. Hein.
Et j'ai plus de dossier, j'ai plus rien. La médecine, inutile de vous dire que pour les avoir fréquentés pendant 30 ans dans mon boulot, je ne les fréquente plus actuellement. Je fréquenterai volontiers, et au passage, des médecins mutants, Dieu sait s'il y en a, et qui pratiquent le décodage. Parce que justement, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on est malade parce qu'on est malade au niveau des champs, au niveau de la pensée. Par exemple, on dit aujourd'hui, ah mais les végétariens, ils sont carencés en vitamine B, machin chouette. Mais quelle stupidité, mais faut-il être idiot pour dire des choses pareilles? Comment font les gens qui ne mangent pas, comme Yasmine? Comment faisait cette sainte-là, qui a vécu 30 ans voilà, ouais, elle a vécu 30 ans, tiens, elle n'était pas carencée, comme c'est bizarre. Alors il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais elle était au lit. Excusez-moi, mais comme stupidité, mettez-vous au lit et ne mangez plus, ce sera génial. Surtout maintenant où les produits alimentaires vont être inatteignables, ça serait très bien, on se met au lit, on ne mange plus. Non, je suis désolée, mais elle n'était pas carencée, cette femme-là. Ceux qui mangent du riz à la longueur de journée, uniquement du riz, et chouette quand ils en ont. C'est curieux, ils ne sont pas carencés. Ah, c'est notre société moderne et notre médecine, notre chère médecine, qui a besoin de vendre des compléments alimentaires, voyons. Attendez, les végétariens, ils sont très intéressants. On leur file de la vitamine, on leur file des compléments. Ouais, ils participent au commerce mondial. Très bien. Un végétarien n'a besoin de rien que de sa propre conviction qu'il mange de la lumière. Point. Et alors, je vais vous faire rire. Je suis végétarienne et je déteste les végétaux. Je suis obligée de mettre des épices, des trucs indiens, des trucs comme ça, quoi. Mais je vous assure que je ne me suis jamais si bien portée de ma vie. Hein. Oui, monsieur. Je voulais vous poser une question. Quand on reçoit l'information, avant que l'ADN réagisse, on parle de l'ARN qui ouvre la porte. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous répéter la question? Oui, parce que Voulez-vous répéter la question? Non, avec oui, le micro. On a parlé jusqu'à aujourd'hui de l'ADN, mais on n'a pas parlé de l'ARN qui ouvre la porte à l'ADN. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'ARN correspond au champ H3. C'est-à-dire qu'il va prendre dans l'ADN l'information dont la cellule a besoin au moment. Vous savez, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'une université américaine vient de confirmer tout ce que je vous dis et qui est très théorique, c'est évident, mais ils sont arrivés à contrôler une cellule avec un champ magnétique. Mais un champ magnétique qui est captif, hein, mais simplement pour montrer à quel point la cellule est sensible au champ magnétique. Mais maintenant, quelle est l'information qui est dessous? Or, dans le cas du fonctionnement de l'ADN et de l'ARN, vous avez l'ARN messager, et c'est lui qui va chercher dans l'ADN ce dont vous avez besoin pour que votre cellule s'adapte à l'instant. C'est l'équivalent du champ H3. Et il est régi par des H3 sur DT, lui aussi. C'est-à-dire qu'il exige que vous exprimiez à chaque instant l'information que vous venez de recevoir. Et dans la mesure où vous avez entendu et où vous avez, j'allais dire, assimilé, parce que moi je vais vous donner de la nourriture, mais il n'y a que vous qui allez pouvoir en faire votre propre destinée, j'allais dire. Mais dans la mesure où ça a parlé en vous, vous allez voir la transformation que ça a dans votre vie de tous les jours. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Ne serait-ce que ce truc de merci, à vous d'adapter après. De dire à vos proches combien vous les aimez, combien ils vous sont nécessaires, sachant que dans la seconde d'après, vous pourriez ne pas les avoir. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça, ici et maintenant. C'est pas demain, j'irai mieux parce que je serai plus riche, parce que j'aurai déménagé, parce que... Non, 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 là, ici et maintenant. Parce que sinon, vous prenez le passé et vous le projetez dans l'avenir. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je viens de vous montrer comment ça marche. C'est votre pensée. Chaque fois que vous acceptez une limitation, ne vous en prenez qu'à vous-même. C'est vous qui vous limitez. Ah, mais je ne peux pas faire ça. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Comment? Mais il est là, l'argent, en fait. Il est là, le champ unitaire. Puisez dedans, nom de chien.
Et dites, j'aurai toujours tout l'argent dont j'ai besoin pour assumer une conscience qui est toujours en train de s'élever. Et j'allais dire, si vous voulez qu'on vous croie, soyez un modèle. Si vous êtes là, malade, ah oui, mais je ne sais pas, comment voulez-vous qu'on ait envie d'adhérer à vos concepts? Non, manifestez l'opulence, manifestez manifestez la paix, manifestez la gaieté, manifestez l'amour. Ne dites pas, c'est inutile de dire, vous savez, le Christ, il a dit, aimez vos ennemis, parce que, j'allais dire, mais c'est une loi de vie, puisque vous êtes dans un cylindre de glace, pour jeter la tolérance, encore que. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, tolérance, parce que je ne sais plus qui m'avait dit une fois, mais la tolérance, il y a des maisons pour ça. Depuis, c'est un mot que je n'ose pas trop utiliser, mais vous voyez ce qu'il veut dire. Ça veut dire laisser l'autre vivre sa vie. Dites-lui comment ça marche, mais ne lui dites pas tu es un attardé de l'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est une injure, mais qui est une réalité, j'allais dire. Mais je ne sais pas, je vais penser par exemple, bon, je prends ça, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais les chasseurs qui prennent plaisir à tuer. Attendez, mais aujourd'hui, dans l'évolution de la conscience, c'est invraisemblable. Ce sont, excusez-moi, c'est pas péjoratif, des attardés de l'évolution. On dit, bon, notre président est quoi premier ministre, j'allais dire vice-président. Vous voyez combien ça m'intéresse. Sont des amateurs de corrida. Mais comment des êtres évolués peuvent-ils être amateurs de la torture d'un animal et de cette vision du sang? Faut-il qu'ils soient attardés? C'est impensable. Bon, je les bénis. Je les consacre au Père. Mon Dieu, qui sait? Le changement est là. Non, s'il vous plaît, avec le micro. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Où placez-vous la spiritualité dans tout cela? La spiritualité, c'est tout simplement, les champs H2, c'est la science de l'esprit. J'allais dire, je l'aborde de son plan mathématique avec la physique quantique, dont on sait que, je le répète, cette physique quantique, elle autorise, mais vraiment, tout. Et la preuve, si vous ne voulez pas vivre ce que vous vivez, changez vos pensées. Ça, c'est de la spiritualité. Bon, après, vous avez la notion de Dieu, mais il est évident que les hommes se sont toujours battus au nom de Dieu, alors, au nom des religions. Alors, essayons d'abolir tout ça et essayons de dire Dieu est en nous. Cette lumière infinie qui nous anime depuis notre chute dans la matière, parce que nous sommes des êtres spirituels. Le Pinel, qui était totalement agnostique, qui était un mathématicien, a dit, dans la cellule, le temps n'existe pas. Il est remplacé par des niveaux d'énergie le long de l'axe de l'ADN, et il représente ce qui reste de l'humanité avant son incarnation. Je vous invite à méditer cette phrase d'un mathématicien. Donc, ça veut dire qu'avant d'être tombé dans un corps physique animal, qui fait que nous sommes des mammifères, j'adore les animaux, hein, c'est pas péjoratif. Nous sommes des êtres purement spirituels, c'est-à-dire nous sommes des champs. Et nous avons la possibilité, dans ce champ unitaire, de choisir, je suis un nuage, je suis une cascade, je suis quelqu'un qui agonise quelque part, disait Mère, professeur de mathématiques et la compagne de Sri Aurobindo. Elle avait trouvé la solution et elle l'utilisait. Elle savait qu'elle pouvait changer son niveau de conscience pour être ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas de femme de ménage, elle avait des petits elfes là, elle dit, elle va me chercher mes pantoufles. Mais tout ça pour montrer que c'est à notre disposition tout ça. Mais ce qui nous empêche de le faire, c'est justement
cette croyance globale dans laquelle nous sommes englués et qui est en train de se libérer actuellement et qui faisait que je vous disais tout à l'heure, si vous ne pensez pas par vous-même, c'est l'humanité qui pense pour vous. Vous avez cette possibilité de dire « je suis seul, unique » avec mon Dieu intérieur qui est fait de lumière et c'est cette lumière qui illumine ma vie à chaque instant. Et si vous souffrez, appelez la lumière. Cette lumière informationnelle viendra recaler vos cellules. Et n'ayez pas peur d'avoir affaire à quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience du choc psychologique qui vous a amené dans la maladie. Je vais vous donner un exemple, un seul. Cancer du rectum signifie simplement que la personne a vécu quelque chose comme une saloperie. Je parle dans un héritage, par exemple. Ah là là, j'ai été bernée, j'ai été spoliée, mais quelle saloperie, ma propre famille. Cancer du rectum. Choc psychologique vécu dans l'isolement. Par exemple, cancer du poumon. On vous a dit, c'est le tabac. Je suis désolée, moi, biologiste, je vous dis non. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Et le tabac n'a jamais tué personne. Bon, je ne vous dis pas de fumer, parce que quand vous avez la vision d'un cendrier et l'odeur, et que vous infligez ça à vos poumons, bon, j'ai moi-même beaucoup fumé dans ma jeunesse, même si c'était dans une autre vie. Mais bon, je ne suis pas morte, je n'ai pas fait de cancer du poumon. Et d'ailleurs, si c'était vrai, tous les fumeurs feraient des cancers du poumon. Non, le cancer du poumon, c'est une peur brutale de la mort. Autrement dit, quand vous avez un médecin qui vous dit « Monsieur, vous avez un cancer », eh bien là, il y a des chances pour que vous ayez déclenché un cancer du poumon. Dont on vous dira après que c'est une métastase. Ça n'existe pas, les métastases. C'est des cancers qui se succèdent. Vous avez un cancer du foie, ah ben oui, vous avez une peur de manquer. Bon, allez corriger cette peur de manquer et votre cancer. Pour moi, un cancer n'a pas plus d'importance qu'un corps au pied. Il faut simplement trouver ce qui a provoqué le cancer. Mais la science, divine science, on ne sait pas pourquoi il est là, mais on l'enlève. Cet animal me gêne, je le tue. Il y a trop de chèvres sur cette île, on prend un hélicoptère, on bousille les chèvres. Mais qui va bousiller l'homme? 7 milliards. Berk. Ce qui est rare est cher. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Vous avez, entre donc votre démonstration et la religion catholique, fait souvent le pont de l'un à l'autre. Mais j'aimerais savoir comment, si vous étiez en face d'un public d'une autre religion ou de d'autres religions, quelle relation feriez-vous entre vos démonstrations et les autres religions? C'est une question qui me titille. Les autres religions par rapport à... D'accord, d'accord. Toutes les religions ont une origine commune. Elles sont en général monothéistes et elles parlent toutes de la triunité. Mais, j'allais dire, elles ont été dévoyées involontairement par des humains qui veulent vous imposer leur vision. On sait très bien que nous, enfin je dis nous parce que j'ai été élevée dans la tradition catholique et que donc monothéisme, etc. Et si tu ne penses pas comme moi, je te tue. Rappelez-vous le siège de Béziers, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Bon, nous avons fait les croisades. Nous sommes responsables d'un obscurantisme extraordinaire, quoi. Regardez les Cathares, qui étaient des gens extrêmement évolués, qui étaient, mais vraiment, même aujourd'hui encore, ils auraient 50 ans d'avance sur nous. Et qu'est-ce qu'a fait l'Église catholique? Elle les a tués. Bon, maintenant, c'est la religion musulmane, l'islam. Mais l'islam, dans ses origines, il est extraordinaire aussi. Et il est même, je dirais, il a quelque chose de positif sur notre civilisation à nous, enfin sur notre catholicisme, c'est que nous, on dit, ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, et l'islam dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Vous voyez, c'est encore plus positif. Seulement, ça a été traduit par des êtres très frustres, très peu évolués, et qui, j'allais dire, toutes les religions qui ont mis les femmes à l'écart, se méfiant justement du pouvoir évolutif des femmes, du pouvoir mutationnel, parce qu'en fait, ce sont les femmes qui font les hommes, ne l'oubliez pas.
N'oubliez pas que les hommes, en réalité, c'est le sexe faible, contrairement à ce qu'on dit. L'homme n'a qu'une force physique. Mon Dieu, ça, c'est pas... J'allais dire, vous prenez le bœuf, il est plus fort que l'homme. Hein. Alors, donc, c'est une supériorité. Tandis que la subtilité, la finesse, la capacité d'adaptation, la capacité de mutation de la femme est un danger pour l'homme. Et moi, je vous en parle d'autant plus que j'ai travaillé dans l'infertilité humaine et j'ai pratiqué, enfin, dans le laboratoire où j'étais, on mettait au point la pilule. Et cette pilule a été une catastrophe pour les hommes. Mais vraiment, ils se sont mis à faire des dépressions mais impensables, des impuissances à répétition, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus les maîtres. Et c'est les femmes qui commandaient. Oui, ok, moi je veux, mais moi je veux pas. Oui, mais attends, c'était la femme qui prenait la décision. Et donc les hommes, ils étaient privés complètement de leur rôle. Et ça a été vraiment spectaculaire à l'époque. Et c'est là qu'ils ont cessé d'être le sexe fort. En fait, biologiquement, la femme est très supérieure à l'homme. Biologiquement, attention. Hein. Biologiquement. Je veux dire, c'est normal. C'est normal. Les hommes ne pourraient pas supporter les hommes ne pourraient pas supporter les douleurs de l'enfantement, par exemple. Je crois que les hommes ne feraient pas d'enfants. C'est clair. Parce qu'en plus, moi j'ai été sollicitée pour mettre au point la pilule masculine. Et on a, par Roussel, hein, rien vous cacher, mais c'était dans une autre vie. Hein. Et on a fait j'ai demandé à Roussel de faire une étude de marché, parce que je connaissais très bien les hommes, en tant que biologiste, je le répète toujours. Hein. Et l'étude de marché a montré qu'aucun homme ne la prendrait, la pilule, et qu'en plus, les femmes ne leur feraient pas confiance. Alors, on a laissé tomber la pilule masculine. Bien, nous allons pouvoir remercier Jacqueline Bousquet pour son exposé. On a terminé sur le sublime. Non, mais attendez, excusez-moi. Non, excusez-moi. Vous pourrez lui poser tout à l'heure, s'il vous plaît? Elle va être disponible tout à l'heure. Bien, pour les personnes qui le souhaitent, Jacqueline Bousquet va se mettre à votre disposition pour dédicacer des livres, donc dans la salle de dédicace. Et je vous invite à vous retrouver à partir de 14h pour écouter Madame Monique Beljanski sur environnement et cancérogénèse